Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à Genève, alors que vient d'avoir lieu le sommet, la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Vladimir Poutine a donné une conférence de presse. On attend d'une minute à l'autre celle de Joe Biden. On se rappelle que cette rencontre a eu lieu sur fond de très fortes tensions. Eh bien, on peut dire ce soir qu'un dialogue a repris. J'ai à côté de moi Mahmoud Ould Mohamedou. Il est professeur d'histoire et en relations internationales au Graduate Institute, ancien ministre des Affaires étrangères mauritanien. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on attend Joe Biden d'une minute à l'autre, mais que pouvez-vous dire de cette rencontre? Est-ce qu'effectivement on a l'amorce d'un dialogue cette fois? Je crois qu'on peut le dire. Elle a eu lieu, c'est l'essentiel. Monsieur Biden était venu ici pour donner un message, il l'a dit, depuis plusieurs mois. Monsieur Poutine était dans une espèce d'attentisme par rapport à ce positionnement américain d'un nouveau président. La discussion a lieu. Il n'y a pas eu de conférence de presse conjointe, ce qui est déjà un signe. Un signe de quoi finalement? D'absence de dégel total. Je pense qu'on doit probablement rester sur les positions, une clarification. On a entendu des mots du président Poutine déjà dire qu'il a compris qu'il y avait des lignes rouges américaines. On peut penser que c'est peut-être le message qui a été passé. Justement Précisément, on peut imaginer que le fait que la cybersécurité a été mentionnée est également une thématique qui était déjà très forte. Il pourrait y avoir à nouveau les ambassadeurs américains et les ambassadeurs russes vont pouvoir retrouver leur poste. Ça a été annoncé par Vladimir Poutine. Il n'y a pas de calendrier néanmoins. Non, mais c'est un signe de dégel. Le fait qu'on en arrive à ça, c'est substantiel. On est au-delà de la bonne entente, si vous voulez, en termes de réunions diplomatiques, mais les positions de fond sont probablement restées les mêmes. Qui a gagné finalement ce soir, cette journée? Si on doit penser dans ces termes, probablement un match nul. Match nul. Je dirais quand même que M. Biden, dont on attend de voir quand même sa version, était là pour donner un message. Monsieur Poutine a toujours résisté quand même. Alors il a résisté, mais là il a accepté tout de même l'invitation. Oui. Est-ce que ça lui le conforte finalement dans sa place de grande puissance, Vladimir Poutine, en acceptant une telle invitation? C'est inévitable. Il doit traiter avec les États-Unis de la même manière que les États-Unis doivent traiter avec la Russie. Mais en même temps, le fait qu'il insiste sur le professionnalisme du président Biden, qu'il a dit à plusieurs reprises qu'ils se comprennent, donc il y a une forme de fatalisme par rapport au fait qu'il doit vivre avec ce nouveau président américain, qui n'est pas celui qu'il voulait au départ. Il y a eu effectivement un propos de Vladimir Poutine sur le nucléaire en disant qu'ils allaient reprendre des discussions. Il y a ce traité New Start, donc manifestement il est prorogé pendant 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer là, sur le nucléaire? Effectivement, ils ne se parlaient plus vraiment, les Américains et les Russes, sur ce dossier. Oui, mais c'est le sujet facile. C'est le sujet dans lequel déjà c'est assez déblayé. Il y a des choses qui sont faites depuis des décennies. Il y avait un blocage précisément à cause de cette mauvaise relation, dont on rappelle que les deux côtés ont dit qu'elle était au plus bas niveau. On l'a entendu à plusieurs reprises ces derniers jours. Mais là, c'est un sujet qu'on peut reprendre parce qu'il y a des commissions, il y a des professionnels, on peut remettre ça en pied, on peut avoir les ambassadeurs. C'est aussi un signe prometteur. Un signe prometteur. Vladimir Poutine est devenu une plus grande menace, justement, c'est ce qu'avait l'air de dire du côté de Washington, parce qu'il n'y avait pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il accepte, Vladimir Poutine, de discuter? À nouveau, puisqu'il n'a pas le choix. Il doit traiter avec les États-Unis, il peut prendre une position, une posture et donner des leçons par rapport à la crise de la démocratie ou la justice sociale aux États-Unis, certes, mais la réalité, c'est que l'inévitabilité des États-Unis est un fait, de la même manière que le président Biden est venu jusqu'à Genève pour avoir cette rencontre en face à face. Est-ce que Vladimir Poutine, finalement, voudrait éviter que les relations internationales soient dominées par une sorte de duopole américano-chinois? Est-ce que ça serait l'une des raisons pour lesquelles il accepterait de s'asseoir avec Joe Biden? Et c'est aussi pour jouer ses cartes, on peut le dire. On peut tout à fait lire ça de cette manière. On peut aussi voir que la Chine est le grand absent présent de cette rencontre. Elle est là. Vous pensez qu'ils ont discuté de la Chine? Je pense qu'à tout le moins de manière métaphorique ou indirecte, certes. Le fait que je ne pense pas que le président Biden ait fait une approche en ce sens par rapport à la Chine. Mais la réalité, c'est que les États-Unis ont également fondamentalement une plus grande question à traiter, qui est la compétition chinoise et le fait qu'elle passe d'une compétition économique à une compétition stratégique. D'où cette volonté donc de reprise du dialogue du côté de Joe Biden. Et de lancer un message, parce que le président Biden, on doit garder toujours ça à l'esprit, est fondamentalement un président domestique, comme on dit aux États-Unis, qui est concerné par cette question de ce qui se passe aux États-Unis, avec Covid, avec la justice sociale, c'est ces grands chantiers. Avec les droits de l'homme, justement, exactement. Vous parlez de politique interne. Alors là, on voit qu'effectivement, Vladimir Poutine a affirmé lors de sa conférence de presse qu'ils ont évoqué les droits humains, mais franchement, du côté de Vladimir Poutine, il ne lâche rien. Oui. Sur Alexei Navalny, d'ailleurs, il ne l'a pas nommé, Non. L'opposant russe, il a dit simplement que son nom avait été évoqué. Ça reste un criminel.
Et il a parlé d'ordre de la même manière, c'est-à-dire c'est un criminel, il repousse cette logique de positionnement politique et il fait appel à ce contraste. On ne veut pas qu'il se passe chez nous ce qui se passe chez vous, c'était un chaos. Ce faisant, passant outre le fait qu'on parle d'une démocratie dans un côté, même s'il est en crise profonde, et de l'autre côté, un État autoritariste. Donc là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un vrai dialogue. Il y Sur a les eu un droits dialogue. humains. Non, sur cette question de fond, probablement pas. Ils se sont entendus néanmoins et je pense que c'est peut-être une de ces lignes rouges. Peut-être que la ligne rouge métaphorique dont a parlé M. Poutine tout à l'heure, elle fait peut-être référence à un certain nombre de choses. On pense à la cybersécurité. Il ne relâchera pas Alexei Navalny. Non. Il n'en est pas du tout ressorti après. Peut-être qu'il prendra en compte cette poussée. L'Ukraine, c'est aussi le grand sujet de la sécurité en Europe. Là, Vladimir Poutine est aussi resté droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il justifie encore une fois ses manœuvres militaires russes à la frontière. Oui, et là, on touche à quelque chose qui est beaucoup plus sérieux pour Poutine en particulier, qui s'est positionné clairement sur cette question géostratégique. Pour la Russie, pour Poutine, c'est un fait accompli. On ne reviendra pas là-dessus. Je ne pense pas que les États-Unis soient en mesure, ni même l'Europe à ce stade-là, soient en mesure vraiment d'entrer en matière sur cette question, mais c'était important de le nommer pour les États-Unis. Vous étiez le ministre des Affaires étrangères mauritanien. J'ai tout de même envie de vous poser cette question compte tenu de notre audience. Comment l'Afrique regarde-t-elle ce qui s'est passé aujourd'hui à Genève? C'est l'autre absent également. On peut malheureusement penser que dans cette évolution de la géostratégie mondiale, ce fossé entre le Nord et le Sud se grandit. Les discussions Est-Ouest reprennent. C'est très bien que la diplomatie retrouve son espace, mais la place qu'occupe le Sud dans cette question est de plus en plus frappant, je dirais. Néanmoins, il y a un repositionnement. Quand on parle de l'Afrique, il faut maintenant nuancer. Il y a Afrique et Afrique au pluriel. C'est-à-dire la Russie a commencé à prendre une place plus grande stratégiquement. Les États-Unis ont perdu un peu du lest ces dernières années. Il y a des alliances qui se nouent. Il y a beaucoup plus, disons, de nuances et de complexité sur cette scène. Et d'où précisément le fait que cette absence est assez criante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mahmoud Ould Mohamedou, merci beaucoup. Merci à vous. Et il a été question, on le disait, de cybersécurité lors de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden. On se souvient de cette affaire du pipeline américain, les Américains ayant accusé les Russes effectivement de l'avoir attaqué. Écoutez ce qu'en dit Vladimir Poutine justement sur cette question de la cybersécurité. C'était lors de sa conférence de presse il y a quelques instants. On l'écoute. En ce qui concerne la cybersécurité, nous nous sommes entendus sur le fait d'ouvrir des consultations, car c'est un sujet très important. Certaines sources américaines disent que la majorité des cyberattaques proviennent en premier lieu des États-Unis, puis du Canada, de certains pays d'Amérique latine et du Royaume-Uni. La Russie ne figure pas dans ce classement de pays. Et nous sommes avec l'ambassadeur Thomas Greminger, directeur du GCSP et ancien secrétaire général de l'OSCE. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette cybersécurité, vous la connaissez très bien, vous êtes un spécialiste de la sécurité. Lorsque Vladimir Poutine affirme qu'il pourrait y avoir, il l'a évoqué, il n'y a pas de calendrier, on ne sait pas, qu'il pourrait y avoir effectivement un échange de prisonniers dans ce monde de la cybersécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est trop tôt de vraiment tirer des conclusions seulement sur la base de la conférence des médias du président Poutine. Je pense le simple fait qu'on en a parlé de cette question très sensible, ça c'est très important. C'est nouveau. Sur le plan des chefs d'État, je pense que c'est quand même assez nouveau, oui. Et puis, ça c'est aussi un sujet où il y avait des revendications de l'Ouest, n'est-ce pas, par rapport à la Russie. Donc c'est un bon signe. On peut signer aussi que le président russe en parle dans sa conférence de presse. Qu'est-ce que ça signifie? Effectivement, ils peuvent coopérer sur cette question complexe. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, les Américains ont accusé les Russes pratiquement à chaque fois qu'il y a eu des grosses attaques, comme la dernière avec le pipeline américain. S'il y a une volonté politique, on peut parler, on peut coopérer dans ce domaine, c'est clair. Les Russes ont toujours exigé des entretiens bilatéraux avec les États-Unis sur ce sujet, n'est-ce pas? Et ils ne l'ont jamais obtenu. Peut-être, on ne sait pas encore,
on verra peut-être après la conférence de presse du président Biden si en effet il y a un consensus là-dessus, donc sur des entretiens sur un niveau plutôt technique, mais bilatéral entre les deux. Ça serait un pas prometteur. Ça serait un pas prometteur. Sur quoi est-ce qu'ils peuvent s'entendre dans cette question, sur cette question de cybersécurité? Un cadre, une sorte de réglementation? Disons, il y a déjà des tentatives d'aborder les questions cyber sur un plan multilatéral. Il y a par exemple déjà un accord sur 16 mesures de confiance de l'OSCE. De l'OSCE? De l'OSCE, oui, tout de à fait. l'OSCE. Tout à fait. Donc déjà, se décider de mettre en œuvre de façon sérieuse ces mesures, ça serait un pas. Évidemment, on va écouter, pardonnez-moi, je vous interromps, on va écouter tout de suite Joe Biden, hein, il intervient tout de suite, c'est sa conférence de presse, on l'écoute. Ça n'a pas été si difficile de rentrer ici. Bref, quoi qu'il en soit, bonjour à tous. Je viens de finir la dernière rencontre de cette semaine, de ce long voyage. Et je sais qu'il y a beaucoup de tensions autour de cette rencontre. Mais d'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de substitut aux rencontres en tête-à-tête entre les leaders. Il n'y a pas de substitut à cela, pas d'ersatz. Le président Poutine et moi-même avons nous avons une responsabilité commune, c'est de gérer la relation entre deux pays fiers et puissants. Une relation qui doit être stable et qui doit être prévisible. Et nous devrions coopérer, car c'est notre intérêt commun. Et là où nous avons des différends, j'ai fait comprendre au président Poutine pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et pourquoi je fais ce que je fais. Et comment nous ripostons à des actions très spécifiques qui attaquent les intérêts américains. Cela étant dit, j'ai dit au président Poutine quel était mon agenda. Et cet agenda n'est pas contre la Russie ou contre qui que ce soit d'autre. C'est un agenda pour le peuple américain. Nous combattons le Covid-19, nous reconstruisons notre économie, nous rétablissons des relations dans le monde entier avec nos alliés et nos amis, et nous protégeons le peuple américain. Voilà la responsabilité qui est la mienne en tant que président des États-Unis. Je lui ai également dit qu'aucun président des États-Unis ne pourrait conserver la conscience des Américains s'il ne disait pas à voix haute ce qu'il pensait pour défendre la valeur démocratique, s'il ne défendait pas la liberté universelle de tous les hommes et de toutes les femmes de cette planète. Ça fait partie de l'ADN de notre pays. Les droits de l'homme seront toujours sur la table lors de nos négociations. Il ne s'agit pas de poursuivre la Russie quand elle viole les droits de l'homme. Il s'agit de qui nous sommes. C'est ça qui est au cœur de l'affaire. Comment pourrais-je être le président des États-Unis d'Amérique et ne pas m'opposer aux violations des droits de l'homme? C'est ce que je lui ai dit. Car certains pays, contrairement à d'autres pays comme la Russie, nous sommes le produit d'une idée, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et quelle est cette idée? Nous possédons nos droits car nous sommes nés, nous ne les recevons pas du gouvernement. Et nous les prêtons au gouvernement. Et c'est précisément ce que je lui ai dit. C'est pourquoi nous allons exprimer nos inquiétudes sur des sujets comme Alexei Navalny. Et je l'ai dit très clairement au président Poutine. Nous allons continuer à exprimer ces préoccupations sur les droits humains fondamentaux, puisque c'est ce que nous sommes, c'est qui nous sommes. Voilà, et nous devons être honnêtes à nous-mêmes. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur, mais nous nous engageons et nous tentons d'inclure de plus en plus de personnes. Et j'ai exprimé la préoccupation de deux Américains en prison en Russie, Paul Whelan et Trevor Reed. Je lui ai également parlé d'un certain nombre de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion. Je lui ai dit que je ne tolérerai pas qu'on démocratique nos élections et qu'on viole notre souveraineté démocratique. Nous allons riposter. Je lui ai dit qu'au bout du bout, nous devons avoir certaines règles très claires
que nous pouvons tous respecter. Il y a un intérêt mutuel à coopérer pour notre peuple, pour les peuples russes et américains, mais également pour le monde entier, pour la sécurité du monde. L'un de ces dossiers, c'est la stabilité stratégique. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises ce que j'allais lui dire avant que j'arrive, et je lui ai dit que je ne négocie qu'avec les individus. C'est ce que j'ai fait, et je peux lui dire maintenant ce que je voulais faire tout du long. Ce que je voulais, c'était parler de stabilité stratégique et essayer de mettre en place un mécanisme. Nous avons discuté en détail des étapes à venir en termes de contrôle des armements, des mesures que nous devons prendre pour réduire le risque de conflit économique. Et aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un dialogue de stabilité stratégique bilatérale avec des experts militaires, des diplomates, des experts de différents domaines pour développer un mécanisme qui puisse permettre de limiter le développement d'armements trop sophistiqués pour réduire le risque de guerre accidentelle. Quelles sont ces armes? Eh bien, nous en avons parlé en particulier des attaques cyber, de la cybersécurité. J'ai parlé de la proposition du fait que certaines infrastructures critiques devraient être maintenues en dehors de tout type de cyberattaque. Et j'ai donné une liste. Et je crois que j'ai en face de moi 16. J'ai parlé de 16 entités différentes, 16 domaines, 16 domaines américains. Donc, le système d'eau, le système énergétique, et bien sûr, il y a une chose extrêmement importante, c'est que la pratique, cela doit être mis en œuvre. Des pays responsables doivent agir contre les criminels qui lancent des rançongiciels depuis leur territoire. Ainsi, nous avons décidé de donner à nos experts la mission, donc experts des deux pays, de comprendre exactement ce qui est en dehors des limites et de se concentrer sur certains cas spécifiques pour savoir d'où ces attaques provenaient. Il y a d'autres sujets que nous avons abordés, le besoin urgent, le besoin de résoudre la crise humanitaire en Syrie, afin de pouvoir livrer de la nourriture en Syrie à des gens qui sont en train d'être affamés, qui meurent de faim. C'est l'intérêt de la Russie et des États-Unis d'assurer que l'Iran n'acquiert pas des armes nucléaires. Et nous sommes convenus de coopérer sur ce sujet, car c'est sur ce sujet l'intérêt de la Russie comme le nôtre. L'Arctique doit rester une zone de coopération plutôt qu'une zone de conflit. Donc j'ai écouté une partie de la conférence de presse du président Poutine et oui, nous devons avoir un modus operandi qui nous permette d'assurer que l'Arctique soit une zone libre. Et nous devons aussi décider comment nous devons aussi coopérer sur le sujet du terrorisme en Afghanistan et combattre le terrorisme en Afghanistan. C'est également l'intérêt de la Russie que de ne pas avoir une résurgence du terrorisme en Afghanistan. C'est un sujet, c'est un véritable défi. Et j'ai également parlé de l'engagement d'un défi, c'est la protection de la souveraineté de l'Ukraine. Nous avons parlé des accords de Minsk dans ce sujet et nous avons également évoqué la Biélorussie. Il n'était pas en désaccord avec ce qui s'est passé. Il a dit que c'était une question de perspective sur ce qu'il convenait de faire. Mais je pense que vous avez de nombreuses questions, donc permettez-moi d'achever ici mon intervention. C'était très important de se rencontrer en personne, de sorte qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que je voulais lui dire. J'ai fait ce pourquoi je venais faire. Délimiter des périmètres de coopération pour faire avancer notre intérêt mutuel et dans l'intérêt du monde entier. Deuxièmement, je voulais communiquer directement avec le président Poutine et dire que les États-Unis riposteraient lorsque leurs intérêts ou ceux de leurs alliés seraient attaqués. Et troisièmement, je voulais clairement définir nos valeurs et les intérêts de notre pays. Vous venez de les entendre de ma bouche. Et je peux vous dire une chose. Le ton, l'ambiance de cette rencontre qui a duré plusieurs heures a été bon, a été positif. Il n'y a pas eu d'action hostile. Nous avons eu des désaccords, nous avons constaté qu'il y en avait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'il a fait. Mais cela n'a pas été fait avec excès. Il y avait trop en jeu.
Au cours de la semaine écoulée, j'ai cru, j'ai espéré, et les États-Unis ont montré au monde que nous sommes de retour, que nous sommes aux côtés de nos alliés. Nous avons rallié les autres démocraties et nous avons fait des déclarations communes pour lutter contre les défis de notre monde. Et maintenant, nous avons mis en place une base claire qui montre la façon dont nous voulons coopérer et gérer la relation Russie-États-Unis. Je ne dis pas que nous avons terminé le travail, mais nous avons déjà fait beaucoup durant ce voyage. Et avant de répondre à vos questions, je tiens à dire une dernière chose. Regardez, il s'agit ici d'un point de départ. Donc j'ai écouté ce qu'a dit le président Poutine pendant sa conférence de presse. Il a dit un point très marquant. Il a parlé d'éviter les décisions absurdes qu'il fallait éviter de prendre. Et au cours des 6 mois à venir, nous allons voir si un dialogue stratégique va fonctionner. Nous allons voir comment avance le dossier de libération des prisonniers. Et nous allons voir si nous allons trouver un accord de cybersécurité qui mette un peu d'ordre. En effet, le pays qui est le plus susceptible d'être abîmé s'il ne le fait pas sont les autres pays. Lorsque j'ai parlé du pipeline qui a été touché aux États-Unis, je lui ai dit, comment vous vous sentiriez si des rançongiciels faisaient des dégâts sur les pipelines de votre pays? C'est les peuples dont il est question. Il ne s'agit pas que de nos propres intérêts. Il s'agit des gens. Je vais maintenant répondre à vos questions. Donc j'ai une liste des personnes que je vais appeler. Donc Jonathan, Associated Press, je vous écoute. Merci, monsieur. Les services de renseignement ont dit que la Russie a tenté de s'ingérer dans nos dernières élections présidentielles et qu'il y a des groupes de hackers, comme derrière l'attaque de SolarWinds. Poutine, dans sa conférence de presse, n'a accepté aucune responsabilité pour ses comportements. Votre prédécesseur n'a pas demandé à Poutine d'arrêter ses comportements. Pourquoi avez-vous décidé d'agir pour empêcher que ça se reproduise? Quelles ont été les menaces? Donc je ne sais pas si j'ai réussi à arrêter. J'agirai si ça se reproduit comme la fois précédente. Nous avons dit très clairement que nous n'accepterons pas que cela continue et le résultat, c'est que nous avons rappelé notre ambassadeur, nous avons fermé certains de leurs sites aux États-Unis et ainsi de suite. Ils connaissent les conséquences. L'une des conséquences, justement, enfin, je ne devrais pas dire ça de cette manière. Peut-être que vous pensez que ça n'est pas important. Mais enfin, quand on parle ici avec des leaders de grands pays, sa crédibilité diminue au niveau international. Comment ce serait si les États-Unis étaient vus dans le monde comme étant un pays qui s'ingère dans les élections démocratiques et que tout le monde le savait? Comment nous sentirions-nous si nous commettions des activités telles que ce qu'ils ont fait? Eh bien, vous diminuez, vous abîmez l'image de votre pays alors que vous tentez désespérément de protéger votre image en tant que grande puissance. Et ce n'est pas seulement ce que je fais. Ce sont également les actions d'autres pays, des actions comme la Russie. C'est le prix qu'ils doivent payer. Ils ne sont pas capables de dicter ce qui se passe dans le monde, de décider pour d'autres pays sans conséquences marquantes. Bien sûr, au premier rang desquels, les États-Unis d'Amérique. Bon, vous avez dit que vous avez parlé des droits de l'homme. Que se passe-t-il si Alexei Navalny meurt? Je lui dis très clairement que je crois que les conséquences de cet événement seront absolument dévastatrices pour la Russie. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Que se passerait-il si je dis qu'il ne s'agit pas seulement d'Alexei Navalny et pas seulement du traitement qui lui est appliqué? Imaginez qu'il meurt en prison. Je lui ai parlé de tout cela. Je lui ai dit que c'était extrêmement important quand il m'a demandé pourquoi c'était important de continuer
à exprimer nos préoccupations au président de la Syrie. Je dis que nous ne pourrons pas faire confiance sur la question des armes chimiques. Il s'agit de la confiance, il s'agit de l'influence d'autres pays et d'une manière d'exercer une influence de manière positive. Voudriez-vous échanger notre économie avec l'économie russe? Nous avons parlé de commerce. Je n'ai pas de problème avec la coopération économique avec la Russie, avec faire des affaires avec la Russie. C'est leur intérêt, c'est notre intérêt économiquement. Je n'ai aucun problème avec cela. Mais cela étant, si la Russie ne s'en tient pas aux normes, eh bien, cela n'affectera pas que nous, mais également d'autres nations. J'ai parlé du besoin. Je lui ai dit qu'il avait besoin que d'autres pays investissent dans son pays, et tant que la Russie ne s'atteindrait pas aux normes, ils ne le feront pas. Tant que des violations seront faites. Par exemple, je pense à un homme d'affaires américain qui a été arrêté, et je lui ai dit, vous voulez que les Américains investissent chez vous? Laissez-les faire. Laissez-les investir et changer la dynamique, car un homme d'affaires américain ne va pas atterrir à Moscou s'il sait qu'il va être arrêté. Je sais que les affaires étrangères, on en a fait une espèce de chose très compliquée avec des codes secrets, mais souvent, c'est basé sur les relations personnelles. C'est la façon dont la nature humaine fonctionne pour comprendre qu'un pays doit s'en tenir aux normes internationales pour pouvoir participer au bénéfice de la coopération. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une mesure très satisfaisante que de dire « je vais envahir la Russie ». Non, c'était une blague, c'était une blague. Attention, plaisanterie. Mais ce que je voulais vous dire en disant cela, c'est que c'est plus compliqué que ça en a l'air. David Seigneur. Ah, je pensais que je vous avais vu. Dites-moi. Donc avant cette discussion, il y a eu beaucoup d'échanges sur le fait que les deux pays se trouvaient dans une situation de guerre froide. Pensez-vous, suite à cette discussion... Attendez, j'ai chaud. J'enlève ma veste. Y a-t-il d'éléments qui vous laissent penser que M. Poutine a décidé de s'éloigner de son rôle fondamental en tant que disrupteur de l'ordre international, en particulier vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis? Donc vous lui avez donné une liste d'infrastructures critiques aux États-Unis. Avez-vous exprimé très clairement ce que seraient les conséquences de s'attaquer à ces infrastructures critiques, et a-t-il réagi? Donc je vais d'abord répondre à votre seconde question, si vous le permettez. Donc je lui ai dit très clairement que nous avons des capacités cyber importantes. Il le sait. Il ne sait pas exactement, mais il sait qu'elles sont très importantes. Et si il viole les normes de base, eh bien nous riposterons au niveau cyber. Il le sait. De manière virtuelle, cyber. Deuxièmement, je pense que la dernière chose dont il a envie aujourd'hui est de déclencher une guerre froide. Non, je vais demander une question théorique. Vous avez une immense frontière de milliers de kilomètres avec la Chine, et la Chine tente de devenir la plus puissante économie du monde, et tente d'avoir l'armée la plus puissante du monde. Vous, votre économie est en difficulté, il faut être plus agressif en termes de croissance. Et je ne pense pas qu'il cherche à déclencher une guerre froide avec les États-Unis. Je ne pense pas, comme je lui ai dit, ma génération, votre génération, nous avons 10 ans d'écart. Vous savez, on ne cherche pas à se mettre des uppercuts, à se faire l'amour vache. Non. C'est dans l'intérêt de personne que d'avoir ni de votre pays, ni du mien, que de se retrouver dans une situation de guerre froide. Il le comprend très bien. Mais cela signifie-t-il qu'il est prêt à déposer les armes sur les autres sujets? Eh bien, il a toujours des préoccupations sur un certain nombre de sujets. Des préoccupations
il a des préoccupations de son côté sur le fait, par exemple, que nous tentions de le destituer. Mais je ne pense pas que c'est le type de relation qu'il cherche avec les États-Unis. Jennifer Jacob. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le sommet a duré 3 heures au lieu de 4 à 5? Le président Poutine a dit qu'il n'y aurait pas de tactique de la menace. Est-ce que vous avez parlé de l'Afghanistan et du retrait sûr de nos troupes? Oui, oui et oui. Je reviens à votre première question. Pourquoi n'avons-nous pas parlé plus longtemps? Quand est-ce que pour la dernière fois, 2 chefs d'État se sont parlé pour autant de temps et sont allés aussi en détail par le passé? Moi, je ne connais aucun cas de cette nature. Nous avions un groupe, l'armée, les services de renseignement, mon ministre des Affaires étrangères, nos ambassadeurs et ainsi de suite. Nous avions toute une délégation avec nous et nous avons parlé d'un nombre important de sujets. Il y a eu un résumé que j'ai fait, qu'il a fait. Lavrov et Blinken ont résumé ce que nous avons dit. Nous avons fait le point sur les malentendus éventuels pour s'assurer qu'il n'y en ait pas. Et puis, au bout de 2 heures, nous nous sommes regardés et puis nous nous sommes demandé, bon, ben, voilà, de quoi parlons-nous maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et dans 3 à 6 mois, lorsque nous regarderons en arrière, nous verrons que ce dont nous avons convenu a fonctionné ou pas. Sommes-nous plus près d'une stabilité stratégique? Nos dialogues sur ce sujet sont-ils en cours? Voilà les tests. Je ne dis pas que le président et moi-même avons décidé de tout cela et que subitement tout fonctionnera bien. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une perspective d'amélioration entre nos 2 pays. Et ce, sans abandonner un seul pas sur le terrain des valeurs et des principes. Non, il n'y avait pas de menace. En fait, j'ai entendu qu'il avait cité ma mère et d'autres personnes, et c'était un peu choquant. Mais nous avons aussi parlé de choses très terre-à-terre. Vous savez comme je suis, j'aime bien aborder le sujet de manière personnelle. Il n'y a pas eu de menace, simplement certaines affirmations du type, bon, si vous faites ça, nous ferons ça, afin de lui faire savoir où j'étais, pour lui faire comprendre ce que nous pouvions faire ensemble et quelles seront les conséquences si d'autres violations des intérêts américains étaient commises. Donc, le président Poutine, sur l'Afghanistan, a dit espérer que nous réussirions à assurer une certaine paix, une certaine sécurité. Et je lui ai dit qu'il était clé sur ce dossier. Et j'ai demandé s'il était prêt à nous aider sur ce dossier, également sur le dossier iranien. Nous avons parlé de ces sujets sous l'angle de la sécurité et de la stabilité économique aussi pour les peuples syriens et libyens. Donc c'était une discussion très sérieuse. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous n'avez pas formulé de menaces. Avez-vous formulé des ultimatums quant au rançongiciel? Comment mesurez-vous le succès en termes de groupe de travail sur la cybersécurité? Ça va être très facile, vous savez. Sur la cybersécurité, nous allons tenter de voir là où ils agissent avec des rançongiciels ou d'où agissent les criminels sur le territoire russe. Je ne pense pas qu'ils les planifient en particulier, mais nous allons voir comment ils vont agir maintenant. Que pouvons-nous faire pour lutter contre
Que pouvons-nous faire quand la Russie est attaquée par des cyberattaques? Que pouvons-nous faire? Je pense qu'il y a ici une véritable opportunité à avancer sur ces dossiers. Et l'une des choses que j'ai remarquées dans le cadre d'une grande réunion, c'est qu'il y avait des gens très bien informés et qui se sont dit ça peut être un vrai problème. Ces rançongiciels sont un problème pour les citoyens de Floride ou du Maine et c'est vraiment la base de l'économie qui a été ici attaquée. Regardez, le pétrole. Et quand je lui ai dit que ça pouvait arriver de l'autre côté, il a dit « Wow !» Vous savez, on verra en termes de résultats sur le groupe de travail. Oui, dites-moi. Quand le président Poutine a entendu la question sur l'opposition, il a dit qu'il faisait de la répression car il ne voulait pas de révolution en Russie ou qu'il ne voulait pas de groupe comme Black Lives Matter. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, je pense que c'est une comparaison ridicule. Il y a d'une part des criminels qui vont au Capitole. Bon, il a parlé de ça, et c'est des gens qui envahissent le Capitole et des agents de police et qui interviennent, des gens qui rentrent et qui interdisent aux parlementaires de faire A, B, C ou D. Donc, si vous voulez, c'est complètement différent. Steve Holland. Le président Poutine a dit que vous étiez satisfait de vos explications sur le fait qu'il était un tueur. Il est satisfait de mes explications. Comment pourrais-je reformuler? Pensez-vous que vous pouvez avoir confiance en lui? Écoutez, il ne s'agit pas de confiance. Il s'agit d'intérêt et de vérification des intérêts mutuels. C'est de cela qu'il s'agit. Comme tout le monde, je suis prêt à faire un accord dans l'intérêt des Américains. Et puis, sur la confiance, vous savez, il n'y a pas de confiance, il n'y a que des preuves de confiance. Igor, Radio 3, Radio Liberty. Voulez-vous installer à la lampe, vous voyez quelque chose? Vous savez, les attaques contre la presse libre et la société civile continuent en Russie. Par exemple, Radio 3 Europe, Radio Liberty, Voice of America, des chaînes où j'ai travaillé, donc, ont été décrites comme des agents étrangers. Donc nous sommes plus ou moins mis à la porte de la Russie après 30 ans après que le président Yeltsin nous a acceptés. Après vos échanges avec le président Poutine, pensez-vous qu'il soit intéressé à améliorer le climat médiatique en Russie? Je ne dirais pas de cette façon-ci. Je ne parlerai pas d'améliorer le climat médiatique. Ce que je dirais, c'est qu'il a intérêt à améliorer la réputation de la Russie. Et il n'a intérêt à ne pas trop contrarier certains principes démocratiques. Voilà le jugement que je peux faire. Je ne sais pas exactement quelle est la situation, mais je ne pense pas qu'il soit intéressé à changer l'approche de son gouvernement sur certaines questions. Je lui ai dit que j'avais lu presque tout ce qu'il avait dit, et tout ce qu'il avait écrit, pardon, et la plupart de ses discours. J'ai lu un certain nombre de biographies, comme vous l'avez probablement fait, et c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit que la Russie avait une opportunité, un bref moment d'opportunité, de générer un gouvernement démocratique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un échec, et
il y a eu une véritable compétition en Russie pour savoir la forme de gouvernement qui finirait par s'imposer et comment cette forme serait choisie. Et ce que je crois, c'est ce que M. Poutine m'a dit, c'est que la Russie a toujours été une grande puissance internationale quand elle a été unie en tant qu'un État, un seul État russe. Pas basé sur une idéologie. Donc des tsars, aux commissaires ou à la révolution russe. Jusqu'à aujourd'hui, voilà comment ça s'est passé. Et je crois que c'est très clair pour moi et il a décidé que la manière pour la Russie de s'assurer en tant que grande puissance internationale, c'est d'unir le peuple russe sous un gouvernement qui a le contrôle. Pas forcément de manière idéologique, mais du point de vue du gouvernement, du point de vue administratif. C'est le choix qui a été fait. Et je ne dirais pas comment ça aurait pu être différent, mais cela étant, je dirais qu'il s'agit pour eux d'arriver à se maintenir en tant que grande puissance internationale. Avez-vous parlé des lignes rouges? Avez-vous parlé de riposte militaire après une attaque au rançongiciel? Le président Poutine a dit que vous étiez un homme expérimenté et vous lui avez dit qu'il n'avait pas d'âme. Le comprenez-vous mieux après cette rencontre-ci? Oui, merci beaucoup. Nous n'avons pas parlé de riposte militaire. Vous avez dit que rien ne remplaçait le dialogue en tête-à-tête et vous avez dit à l'OTAN que le plus grand problème actuellement, c'était les plus gros problèmes, c'était la Russie et la Chine. Vous avez parlé plusieurs fois de la façon dont vous passez plus de temps avec le président Xi qu'aucun autre leader au monde. Allez-vous à un moment donné l'appeler votre vieil ami et tenter de le convaincre d'ouvrir son pays aux enquêtes sur le Covid-19. Vous savez, nous ne sommes pas amis, il s'agit d'affaires. Vous avez dit que vous avez essayé Donc, au G7, vous avez poussé la Chine à s'ouvrir quant aux enquêtes sur le Covid-19. Que va-t-il se passer maintenant? Donc, l'attitude mondiale vis-à-vis de la Chine a changé. La Chine essaye de se mettre en scène comme un État responsable et audacieux. Mais ils mettent en avant comment ils essayent de toute leur force de montrer comment ils aident le monde avec leurs vaccins et ainsi de suite. Mais vous n'avez pas besoin d'expliquer certaines choses au peuple du monde. Il y a des choses qui se voient seules, spontanément, et il y a des choses que nous avons parlé au G7 et à l'OTAN. Ce que nous devrions faire, et ce que je vais essayer de faire, c'est de rallier les pays du monde pour tenter de comprendre ce que pourrait être le mécanisme pour détecter la prochaine pandémie, pour mettre en place un mécanisme qui nous permette de réagir beaucoup plus rapidement. Mais ça va avoir lieu, nous avons besoin de le faire. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre en direct la conférence de presse du président américain Joe Biden suite à son sommet, sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Genève. On va d'ailleurs retrouver tout de suite sur place Stéphanie Antoine et ses invités. Voilà, nous sommes toujours en direct de Genève. On vient d'écouter Joe Biden, le président américain. Je suis avec Charles Adams, bonjour, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande et membre également du Parti démocrate. Vous êtes aussi avocat. Merci beaucoup d'être avec nous. Joe Biden s'est fait clairement, dès le début, d'emblée, le leader des démocraties, le leader des droits de l'homme contre les régimes autoritaires. Mais finalement, est-ce qu'il ne fait pas de la real politique aujourd'hui avec Vladimir Poutine? Je pense qu'il cherche à nouer simplement le dialogue. Il cherche non pas à résoudre des problèmes. Il n'y a eu aucun accord sur aucun des
des thèmes qui partagent les États-Unis et la Russie. Il y a eu par contre la volonté réciproque, je pense, de chercher une relation stable et prévisible. Donc c'est une sorte d'accord à minima. Tout à fait. Qu'on obtient à l'issue de ce sommet. Et un succès réciproque. Un succès réciproque. Pourquoi dites-vous que c'est un succès réciproque, monsieur Parce l'ambassadeur? que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait de déclarations de solutions à tel ou tel problème. On espérait qu'il y ait le début d'un échange apte à mener vers une relation stable et prévisible entre ces deux puissances. Mais est-ce qu'il est suffisamment ambitieux justement sur les droits de l'homme, Joe Biden? Parce qu'il en parle d'emblée, il a dit qu'il en avait parlé à Vladimir Poutine, qu'il avait évoqué d'ailleurs Alexeï Navalny avec lui, ce dossier, qu'il a dit d'ailleurs au président russe que la mort de Navalny serait très important. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça? Il l'a expliqué à l'instant dans une réponse à sa conférence de presse. Il a dit simplement que la mort de Navalny, que Dieu nous en préserve, serait pour la Russie une tache noire dans sa réputation à travers le monde. Et il exhortait le président Poutine à prendre cela principalement en considération. Réponse de Vladimir Poutine dans sa conférence de presse qui précédait celle de Joe Biden. Il ne l'a pas nommé, Navalny, et il dit toujours que c'est un criminel. C'est globalement sa réponse. Il a son discours et le président Biden l'a simplement mis en garde quant à l'opportunité ou non pour la Russie de subir sur le plan mondial une telle atteinte à sa réputation. Donc il fallait déjà qu'ils lui disent les yeux dans les yeux, comme il dit. C'était déjà une avancée. Les États-Unis riposteront si la Russie attaque ses alliés. On sait que Joe Biden, également d'ailleurs dans cette conférence de presse, a beaucoup évoqué ce lien avec ses alliés, ce retour de l'Amérique. Est-ce que c'est une ligne rouge, celle-là? En effet, il l'a dit l'autre jour à Bruxelles, à la conférence de l'OTAN. Il l'a répété aujourd'hui. Effectivement, une cyberattaque contre les États-Unis ou contre ses alliés sera considérée comme une violation d'une ligne rouge et amènera une riposte. Il a évoqué également l'Iran en disant qu'il pouvait coopérer sur l'Iran. Comment, monsieur l'ambassadeur? Eh bien parce que tant les États-Unis que la Russie ont un intérêt à ce que l'Iran soit privé de l'arme nucléaire. C'est un intérêt commun et les deux pays peuvent œuvrer ensemble. Dans le cadre justement multilatéral? Tout à fait. C'est ça qu'il voulait dire? Tout à fait. Et je pense qu'il y a un terrain d'entente possible sur ce dossier. D'autres dossiers, il a parlé de crise humanitaire en Syrie, de cybersécurité bien sûr, de l'Arctique, zone libre. Alors est-ce qu'il peut y avoir effectivement un accord sur l'Arctique? On sait qu'il y a des discussions en cours. C'est un dossier que je connais particulièrement bien pour avoir été effectivement ambassadeur des États-Unis en Finlande, membre du Conseil de l'Arctique avec les États-Unis et la Russie. Il y a 8 pays au total. Il est indispensable que la zone arctique reste une zone préservée tant sur le plan de l'environnement que sur le plan de la démilitarisation. Donc là, vous pensez qu'il y a encore une avancée, qu'il y aura plus de coopération? Pour l'instant, ce sont beaucoup des mots sur la zone, cette zone. Comme le président Biden vient de le souligner, on constatera si oui ou non une avancée a été réalisée. Ce n'est pas aujourd'hui avec les paroles, mais avec le comportement dans les mois et dans les années à venir. Une dernière question justement sur ces sommets que l'on fait à Genève traditionnellement. Forcément, on pense à Gorbatchev et Reagan dans cette ville. Est-ce qu'à l'époque, on avait finalement deux puissances qui finalement géraient un peu le monde et aujourd'hui, elles ont du mal à trouver leur place? Ou pas? Je crois que, en ce qui concerne Joe Biden, son voyage en Europe marquait à la fois le retour de l'Amérique vers ses alliés, vers l'Europe, vers des relations stables et prévisibles avec la Russie, afin de pouvoir concentrer l'effort de ce gouvernement sur le plan interne, sur les mesures de reprise économique, sur le plan externe, la confrontation à venir avec la Chine.
confrontation avec la Chine, mais il a dit, Joe Biden, dans sa conférence de presse, pas de guerre froide avec la Chine. Pas de guerre froide, non. Mais en fait, il y en a une aujourd'hui. Non, il y a une vive concurrence qui va s'accentuer. Mais c'est une concurrence commerciale, une concurrence économique et en aucun cas une concurrence militaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Charles Adams, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, également membre du Parti démocrate, avocat. Merci d'être avec nous. Et pendant que vous nous quittez, on va écouter justement Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse. C'était il y a quelques instants. Il s'exprimait sur Alexeï Navalny. On l'écoute. En ce qui concerne notre opposition, nos systèmes et la personne dont vous avez parlé, cette personne savait qu'elle violait les lois russes et il a été condamné à 2 reprises par le tribunal. Il savait qu'il était en violation de la loi. Donc, sciemment, il a quitté la Russie. Il est parti se soigner. On ne lui demandait pas de s'enregistrer. Et dès qu'il est sorti de l'hôpital, il a posté sur Internet les différentes informations. Donc, suite à cela, on lui a demandé de s'enregistrer, c'est-à-dire de venir s'enregistrer dans le poste de police. Il ne l'a pas fait. Il est rentré en Russie. Donc, sciemment, il a enfreint les lois et donc il a obtenu ce qu'il voulait. Nous sommes toujours à Genève et je suis en compagnie d'Elena Servetas, responsable du pôle Suisse-France de Khodorkovsky Communication Center. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez avec un ancien oligarque, donc le Mikhail Khodorkovsky, qui était à la tête du groupe pétrolier Yukos, qui a chuté en 2003 et qui a passé 10 ans en prison en Russie. Il est en exil à Londres, me semble-t-il, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sommet aujourd'hui? On vient d'entendre Vladimir Poutine parler d'Alexeï Navalny, de l'opposant. Il évite de prononcer son nom et il confirme bien que c'est un criminel, alors qu'on a aussi entendu Joe Biden dire qu'il avait évoqué le sujet avec Vladimir Poutine. Joe Biden qui, lui, veut faire de ses droits de l'homme quelque chose de très important dans sa politique. Vous avez bien dit que Mikhail Khodorkovsky a passé 10 ans en prison et malgré tous les voix qu'on a entendues à l'international que c'est un prisonnier politique et c'est exactement la même situation qu'on voit avec Alexeï Navalny. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste en prison, c'est un prisonnier politique. Les 2 cas sont similaires. Et vous avez vu comment la conférence de presse de Vladimir Poutine a démarré. Il a dit on a parlé de certains accords, c'est un bon événement, on va travailler ensemble. Et tout d'un coup, on voit la conférence de Joe Biden et c'est complètement sur un autre ton. Le président parle, il nomme la personne en question que Vladimir Poutine n'ose jamais. Donc ça, vous l'avez apprécié? Évidemment, c'est toujours important que les États-Unis entendent ce qu'on lui dit, ce que la société civile leur dit. Il a bien dit que nous, on ne sommes pas nés avec les droits, nous sommes nés avec les droits, on ne les reçoit pas de notre gouvernement. Moi, en tant que Russe, apparemment, je ne suis pas née avec les droits et ce n'est pas du tout la même situation aux États-Unis, ici à Genève et en France. C'est complètement Ça vous différent. donne de l'espoir, justement, qu'il ait évoqué Alexeï Navalny de cette façon, qu'il ait dit à Vladimir Poutine, attention à ce que, justement, Alexeï Navalny ne meure pas, ça pourrait être important, a-t-il dit? Ce que je trouve dommage, c'est qu'à plusieurs reprises, les journalistes américains ils ont posé la question c'est quoi les lignes rouges et c'est quoi les représailles? Est-ce que la réponse militaire peut être une option? Mais ça, c'est une question un peu étrange, je trouve. Mais à aucun moment, ni l'un président ni l'autre, ils ont indiqué qu'est-ce que c'est une ligne rouge. Est-ce que c'est une première et la dernière rencontre avec les 2 présidents? Je soupçonne ça, parce que ce qu'on a vu dans les réponses de Poutine et l'énergie, son body language, c'est quelque chose qui... Cette rencontre l'a énervé, je pense. Qu'il y avait quand même les questions qui ne l'ont pas plu. Mais est-ce que je peux espérer qu'il y aura des résultats sur ce sujet? Justement, qu'est-ce que vous espériez au final de ce sommet? Est-ce que ça allait assez loin sur la question des droits de l'homme? Je pense qu'Angela Merkel, il y a quelques années, elle a dit une chose très importante, et c'est Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a perdu une connexion avec la réalité. Quand Vladimir Poutine vous dit que Alexeï Navalny savait pertinemment qu'il ne peut pas quitter le pays, vous êtes au courant dans quel état il a quitté le pays. Il était en coma. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose
bizarre quand le président il dit qu'il savait personnellement quand il quitte le pays pour l'Allemagne. Oui, mais Vladimir Poutine donc dit que qu'il a violé la loi, quand il parle en tout cas d'Alexeï Navalny. Donc il nie totalement effectivement ce que disent les États-Unis. Et finalement, est-ce qu'on est dans l'affichage ? Et puis, un point, c'est tout. Est-ce que c'est ce que vous Moi, j'ai l'impression que c'est un premier pas vers le premier pas. Ah, c'est un premier pas quand même, vous dites. Vers le premier pas, il y avait rien de ce qu'on pouvait espérer. Il n'y a aucune comparaison possible avec Reagan et Gorbatchev, malheureusement. Même si on se trouve à Genève, les circonstances ne sont pas les mêmes. Biden l'a appelé meurtrier. Et vous vous souvenez, quand il a reposé la question, est-ce qu'il est meurtrier, il a dit « Thank you for your questions ». Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas entre les deux présidents. Pour moi, en tout cas, pour le moment. Sur cette question, on va l'écouter justement, Joe Biden, un extrait de sa conférence de presse sur ce sujet précisément, Alexeï Navalny. Les droits de l'homme seront toujours sur la table. Il ne s'agit pas de s'en prendre à la Russie sur ce terrain-là quand elle viole les droits fondamentaux. C'est parce que c'est dans notre ADN en tant qu'États-Unis. C'est pour cela que l'on soulèvera toujours le cas Navalny. J'ai été clair avec Vladimir Poutine, on le fera toujours dès qu'il s'agira de droits fondamentaux. Les droits de l'homme sont dans notre ADN, a-t-il dit. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait peut-être des sanctions annoncées justement dans le sillage de ce discours très droit de l'hommiste de Joe Biden? Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous fait comprendre, que du moment que les lignes rouges sont franchies, si c'est ça les lignes rouges, il y aura quelque chose. Mais ils étaient les a pas annoncées, mais ils étaient franchis déjà il y a plusieurs fois avec les élections américaines, et avec les Litvinenko, et avec les anciens agents de GRU. On a vu tout ça. Il n'y avait toujours rien. Et avec les démocrates, c'est toujours un peu suspicieux. Est-ce qu'ils vont agir ou pas? Pour le moment, je n'ai pas entendu quelque chose de vraiment menaçant de la part du président américain. Malheureusement, j'aimerais bien. Ça vous déçoit? Mais ça me déçoit parce que je n'ai pas entendu les choses concrètes. Parce qu'au président, on a demandé plusieurs fois qu'est-ce que vous faites si? Et on n'a pas eu de réponse. Il n'y a pas de réponse là. Donc sur ces sanctions, en tout cas, est-ce que ça fonctionne vraiment, les sanctions? Est-ce que ça fonctionne? Oui, les sanctions, pour que ça fonctionne, il ne faut pas les mettre contre un pays. On n'aime pas les Russes, ils n'aiment pas entendre les dirigeants américains, c'est les sanctions contre la Russie. Il faut les mettre contre les personnes qui sont rapprochées à Vladimir Poutine, comme on appelle son inner circle. Le cercle de Vladimir Poutine, c'est les gens qui transfèrent son argent, c'est les gens qui violent les droits de l'homme. Donc c'est sur ces gens-là il faut miser, et pas sur les gens qui sont en Russie. Merci beaucoup, Elena Sarvetas, d'avoir été avec nous. Responsable pôle France-Suisse de Khodorkovsky Communications Center. Vous restez avec nous. On va tout de suite retrouver justement notre correspondante en Russie, à Moscou, mais qui est à Genève, bien sûr, Elena Voloshin. Elena, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Stéphanie. Vous êtes de l'autre côté du lac, hein, c'est ce qu'on va dire à nos téléspectateurs par rapport à moi. Vous suivez bien sûr Vladimir Poutine depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a marqué finalement lors de sa conférence de presse, Elena? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que Vladimir Poutine disant qu'on n'a pas été avec Joe Biden jusqu'à fixer des lignes rouges parce que, oh là là, on n'en est pas là, on en est à refixer un cadre pour nos relations. Vladimir Poutine, il en a clairement et inconsciemment peut-être marqué une de ligne rouge, c'est ne venez pas nous dicter chez nous en Russie vos règles démocratiques. On peut parler de tous les sujets qui fâchent et je resterai droit dans mes bottes. Sur l'Ukraine, on peut parler de l'Arctique, on peut parler de la cybersécurité, on peut parler des armes stratégiques, tout ça, oui, c'est important, quel que soit notre désaccord, dialoguons, remettons une relation sur les rails. Mais dès qu'il a été interrogé sur Alexeï Navalny, c'est seulement là que Vladimir Poutine s'est véritablement énervé et qu'il a accusé de nouveau frontalement, alors qu'il était parti pour être plus diplomatique aujourd'hui, qu'il a accusé de nouveau frontalement les États-Unis de soutenir des ONG en Russie qui seraient là pour déstabiliser l'ordre russe. Rappelons que Vladimir Poutine, pour rester au pouvoir après 2024, il a changé la Constitution. Il affiche un mépris qu'il n'a pour personne d'autre pour Alexeï Navalny, vous le disiez, il ne cite pas son nom. Ce monsieur, celui que vous avez évoqué, c'est semblable en parlant de ceux qui soi-disant se nomment comme l'opposition hors système. Voilà la rhétorique de Vladimir Poutine. Et une journaliste l'a interrogé à juste titre en disant « Pourquoi avez-vous peur de ces gens ?» Moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est ce changement de ton dès lors qu'on a touché à des éléments qui pourraient menacer son avenir politique à Vladimir
Vladimir Poutine, lui qui a clairement marqué sa volonté de rester au pouvoir après 2024. Et Elena, juste une question sur Joe Biden, parce que vous l'avez suivi aussi avec nous, cette conférence de presse. Vous avez senti un changement. Est-ce que Joe Biden et Vladimir Poutine ont tout de même mis en place une sorte de coopération? Est-ce que le dialogue est reparti? Parce qu'on se souvient, on l'avait suivi avec vous, cette valse des ambassadeurs, il y a quelques mois, le dialogue a repris. Oui, non, le cadre qui devait être fixé a été fixé. Il n'y a aucun problème là-dessus, aucune surprise. C'est ce à quoi on s'attendait. Finalement, les ambassadeurs vont regagner leur capitale respective. Les ministères des Affaires étrangères, secrétariat d'État sont chargés de redéfinir, de relancer des groupes de travail. Les généraux vont parler avec les généraux, les experts avec les experts, les diplomates avec les diplomates. Tout se remet finalement en place comme c'était finalement avant l'ère Trump, même pendant sous Barack Obama, et même, me disait un politologue, durant la guerre froide, il y avait un cadre pour les relations russo-américaines. C'est ça qu'on va remettre en place aujourd'hui. Et en ce sens, oui, il y a eu des avancées. Merci Elena Voloshin. Et on va écouter tout de suite Joe Biden sur justement cette question des cyberattaques. Vous savez que ça a été un sujet très important lors de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Les cyberattaques, les Américains accusent les Russes, bien sûr, d'attaquer notamment leur pipeline. Écoutez ce qu'en dit le président américain. Un sujet sur lequel nous avons passé beaucoup de temps est la cybersécurité. J'ai indiqué que certaines infrastructures étaient intouchables, point final. Je lui ai fourni une liste, si je ne me trompe pas dans les chiffres, de 16 infrastructures définies comme essentielles par les autorités américaines. 16 defined as critical infrastructure under US policy. Isabelle Durand m'a rejoint, nous sommes toujours à Genève. Bonsoir madame, secrétaire générale à la CNUSED, à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Alors on vient d'écouter Joe Biden sur la cybersécurité, on sait que c'est un sujet très important, il en avait parlé d'ailleurs au sein de l'OTAN, ça devient une nouvelle menace. Vous faites partie d'une instance qui fait partie de l'ONU. Comment percevez-vous une coopération possible dans ce domaine? Elle est très importante et ce n'est pas seulement entre la Russie et les États-Unis. La question de la cybersécurité est une question qui touche l'ensemble des nations et l'ensemble des citoyens ou des entreprises ou tous ceux qui peuvent être touchés. Et donc évidemment la question de la régulation mondiale, internationale, de toutes ces questions liées à la cybersécurité, mais aussi à la régulation de l'ensemble du secteur de la technologie, des technologies nouvelles, est absolument cruciale. Ce n'était peut-être pas à l'ordre du jour en tant que tel de leur sommet, si ce n'est les questions de cybersécurité en tant que telle, pas la régulation mondiale. Je veux dire, pas la régulation mondiale, voilà. Mais est-ce qu'il pourrait justement participer à une sorte d'échange plus multilatéral sur cette question? On le doit, et d'ailleurs déjà pas mal de discussions ont lieu. De là à aboutir à une réglementation internationale, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que cette mise en évidence de cette question entre deux chefs d'État de puissance importante peut aussi contribuer à faire que petit à petit on construise une régulation internationale sur ces questions de cybersécurité. Alors vous qui travaillez aux Nations Unies, juste à côté d'ici à Genève, est-ce qu'il y a une forme de... C'était clairement un dialogue bilatéral, une rencontre bilatérale, mais est-ce qu'on recommence à être dans un contexte peut-être plus multilatéral, puisque Joe Biden a reparlé lors de sa conférence de presse de ses alliés. Il a dit d'ailleurs que l'une de ses lignes rouges, c'est si la Russie attaque l'un de ses alliés, on sera là. Est-ce qu'il y a une sorte de retour au multilatéralisme malgré justement... je dirais, cette entrevue bilatérale? Mais absolument. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a des entretiens bilatéraux qu'ils n'ont pas d'effet sur le multilatéralisme. Et donc c'est très très important, indépendamment des résultats concrets de cette rencontre, qu'elle ait eu lieu, qu'ils aient pris le temps de parler, indépendamment même du ton qu'on peut analyser, le fait qu'ils se reparlent a une influence sur le reste du monde. Et c'est vrai que le multilatéralisme sous l'ère Trump a été très fort bousculé, mis en danger, fragilisé. Aujourd'hui, bien sûr que chacun vient y défendre ses intérêts dans cette rencontre, ça a été dit clairement. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Et d'ailleurs, monsieur Biden a dit, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question, c'est pas de la confiance, c'est les intérêts réciproques. Ok, très bien, c'est par là qu'on commence à construire du dialogue et de la confiance. C'est à partir de la discussion sur les intérêts respectifs. Et donc je pense que cette étape est une étape clé dans quelque chose qui pourrait apaiser ou rendre un peu de vigueur aux relations multilatérales globales. Pas tellement sur le terrain commercial, parce que ce n'est pas entre les États-Unis et la Russie qu'il y a de gros enjeux commerciaux. C'est entre évidemment les États-Unis et la Chine et accessoirement avec l'Union européenne. Par contre, ce n'est pas tellement le commerce, mais le commerce est aussi un instrument de pacification possible des relations.
Mais alors, on parle de la Chine, ils ont évidemment évoqué la Chine. La Chine ne fait pas partie finalement de cette volonté multilatérale, ou au contraire, est-ce qu'elle en fait partie? Parce que là, Joe Biden l'a mentionné tout de même comme un ennemi aujourd'hui, la Chine. Alors c'est compliqué parce que la Chine se considère comme un acteur du multilatéralisme. Elle pèse comme un pays dit en développement et en même temps elle est le plus grand géant économique mondial. Donc elle est dans cette situation très particulière. Mais le fait que la Chine se considère comme un acteur du multilatéralisme fait que oui, ça apporte du poids à l'ensemble des résistances qu'on peut voir chez une série d'acteurs, en particulier sur les questions commerciales, pas seulement. Et on l'a vu, la crise du Covid a mis en évidence à quel point, quand on a un atelier du monde qui fabrique 40% de toute la manufacturation, ça pose un problème à tous les autres. Ça, c'est une évidence. Est-ce que justement, le fait que la Chine soit un petit peu aujourd'hui l'obsession américaine, on peut presque le dire, est-ce que c'est cela qui finalement a entraîné cette réunion bilatérale aujourd'hui à Genève? Est-ce que c'est la raison pour laquelle finalement Joe Biden a proposé, parce que c'est comme ça que ça s'est produit à Vladimir Poutine? C'est triangulaire. C'est vrai que le multilatéralisme, par définition, c'est des relations multiples. Et donc chaque relation bilatérale a un effet ou est éventuellement causée par des relations plus larges entre d'autres partenaires. Et finalement, les puissances qui, à la fois politiquement ou économiquement, pèsent, on les connaît. Et donc le fait que deux d'entre elles se parlent, peut-être pour avoir une influence sur la troisième ou sur l'Union européenne, ou sur ce qui s'est passé hier à l'OTAN à Bruxelles, tout ça fait partie de la même discussion multilatérale. On peut dire qu'aujourd'hui, Joe Biden a tourné la page Trump, définitivement? Je pense qu'elle est tournée, en tout cas sur les relations internationales. Après, on verra concrètement comment des choses petit à petit se mettent en place pour finalement opérationnaliser ce tout premier dialogue. Merci beaucoup Isabelle Durand, secrétaire générale de la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et développement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce sommet, cette rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden ici à Genève. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bien sûr vous restez sur France 24 pour plus d'informations.